Bob Dylan a toujours su faire du silence un langage. Dans sa musique, ses pauses, ses respirations rauques, ses silences lourds de sens pesaient souvent plus que les mots eux-mêmes. Chaque note, chaque espace vide dans des chansons comme Like a Rolling Stone ou Vision of Johanna semblait sculpté dans un mystère plus grand que l'homme qui les portait. Mais ce n'était pas seulement dans ses chansons. Dans sa vie, Dylan cultivait une aura d'énigme, un voile épais entre lui et le monde. Ses interviews étaient des labyrinthes, des jeux d'ombre où il esquivait les questions avec une ironie mordante ou des réponses volontairement opaques. Ses gestes, ses regards, ses retraits soudains semblaient dictés par une logique intérieure, un code indéchiffrable même pour ses proches. Ses chansons disaient tout ce qu'il y avait à dire. Lui, en public, ne disait rien. Ce mutisme volontaire, cette économie de parole, rend d'autant plus bouleversant l'événement récent. À 83 ans, Dylan, l'oracle insaisissable du folk, le poète qui a traversé les époques comme un fantôme, a choisi de lever ce voile. Pour la première fois, il a nommé ceux qui l'avaient blessé, ceux qui l'avaient trahi, ceux qui avaient laissé des cicatrices invisibles sur sa route tortueuse. Et parmi ces noms, un a résonné comme un coup de tonnerre. Paul McCartney. Paul McCartney, l'éternel charmeur, l'homme au sourire d'adolescent figé dans le temps, le musicien solaire dont les mélodies coulent comme une rivière sans fin. McCartney, c'est le visage de la joie, celui qui, même au cœur de la tempête des Beatles, gardait une élégance désarmante, une sérénité de façade, un charisme qui pliait les foules. Ses chansons Yesterday, Eleanor Rigby, Let It Be étaient des cathédrales sonores, des œuvres si universelles qu'elles semblaient exister avant lui, comme arrachées à l'éther. McCartney était l'architecte de l'émotion pure, transformant le chaos de la vie en harmonie. En face, Bob Dylan était son antithèse. Une voix rugueuse, arrachée à la terre, un visage fermé, marqué par les routes poussiéreuses du Minnesota et les nuits sans sommeil. Les chansons de Dylan n'étaient pas des baumes, c'étaient des énigmes, des prophéties, des lames affûtées. Là où McCartney offrait des mélodies pour danser ou rêver, Dylan offrait des visions d'apocalypse, des récits de sang et de rédemption. Blowin' in the Wind interrogeait la moralité d'une nation. A Hard Rain S. Agona Fall annonçait la fin du monde. Désolation Row était un miroir brisé reflétant les âmes perdues. Dylan n'était pas là pour plaire. Il était là pour troubler, pour forcer l'auditeur à regarder les vérités qu'il préférait ignorer. Leur rencontre, en août 1964, dans une chambre d'hôtel new-yorkaise, est devenue une légende, un pivot dans l'histoire de la musique. Les Beatles étaient alors au zénith de leur gloire. La Beatlemania était un raz-de-marée, des foules hystériques, des adolescentes en larmes, des concerts où la musique disparaissait sous les hurlements. John Lennon et Paul McCartney, à peine sortis de l'adolescence, étaient déjà des demi-dieux, des génies pop capables de produire She Love You ou Can't Buy Metro Love avec une facilité déconcertante. Leur musique était une explosion de joie, un antidote à la grisaille de l'après-guerre, une célébration de la jeunesse. Mais dans l'ombre de cette euphorie, Dylan représentait une autre vérité. À 23 ans, il était une figure centrale du mouvement folk, un poète dont les chansons étaient des hymnes pour une génération en révolte. The Times They Are Engine était un cri pour les droits civiques, Master of War une condamnation des marchands de mort. Dylan n'écrivait pas pour les hit parades. Ses chansons, portées par une guitare acoustique et une voix nasillarde, étaient des pamphlets, des méditations, des appels à la révolte. Ce soir-là, au Delmonico Hotel, l'atmosphère était électrique. Les Beatles, épuisés par leur tournée américaine, attendaient avec curiosité cet étrange personnage dont tout le monde parlait. Dylan, vêtu de noir, cheveux en bataille, cigarette au coin des lèvres, entra comme une apparition. Il portait une aura d'intensité presque intimidante. Les Beatles, habitués à être les rois de la pièce, se retrouvèrent face à un homme qui ne semblait impressionné par rien. L'anecdote du joint est devenue mythique. Dylan, croyant que les Beatles étaient déjà initiés, sortit de l'herbe et proposa de partager. Un malentendu hilarant éclata. Dylan avait cru entendre I Get High dans I Want to Hold Your Hand, I Can't Hide, et fut surpris d'apprendre que les Fab Four n'avaient jamais touché à la marijuana. Les rires détendirent l'atmosphère, mais ce moment marqua une collision entre deux mondes. Le folk austère de Dylan rencontrait l'exubérance pop des Beatles, et de cette étincelle naquit une révolution musicale. John Lennon en fut le premier transformé. Fasciné par les textes de Dylan, par leur capacité à dire des vérités crues à travers des métaphores, il explora une écriture plus introspective. Dès 1965, des chansons comme Help, You've Got to Hide Your Love Away ou Norwegian Wood portaient l'empreinte de Dylan, des paroles ambiguës, des mélodies teintées de mélancolie. Lennon voyait en Dylan un frère d'âme, un miroir de ses doutes.
Leur relation, bien que complexe, était marquée par une admiration mutuelle. Paul McCartney, lui, resta en retrait. Il admirait Dylan, reconnaissait la puissance de ses textes, leur capacité à capturer l'esprit d'une époque. Mais Paul était d'une autre école. Là où Lennon se perdait dans l'introspection, McCartney voulait construire, sublimer. Il était l'architecte des Beatles, transformant les idées brutes en chefs-d'œuvre polis. Pour lui, la musique était une quête de perfection formelle, une célébration de la beauté sonore. Les chansons de Dylan, avec leur structure libre et leurs paroles labyrinthiques, le fascinaient, mais il les trouvait parfois trop brutes. De son côté, Dylan observait McCartney avec méfiance. Paul était trop parfait, trop poli, trop propre sur lui. Il incarnait ce que Dylan rejetait, la façade lisse, le sourire commercial, l'homme toujours en contrôle. Une anecdote raconte que Dylan, lors d'une rencontre ultérieure, aurait soupiré. « Paul, c'est le gars qui illumine une pièce. Moi, je cherche la sortie. » Cette phrase, mi-ironique, mi-mélancolique, résume leur fracture. Ils étaient des opposés magnétiques, attirés l'un par l'autre, mais incapables de se rejoindre. Pourtant, l'admiration était là. Dylan, dans ses moments sincères, reconnaissait le génie. Bob Dylan a toujours su faire du silence un langage. Dans sa musique, ses pauses, ses respirations rauques, ses silences lourds de sens pesaient souvent plus que les mots eux-mêmes. Chaque note, chaque espace vide dans des chansons comme Like a Rolling Stone ou Vision of Johanna semblait sculpté dans un mystère plus grand que l'homme qui les portait. Mais ce n'était pas seulement dans ses chansons. Dans sa vie, Dylan cultivait une aura d'énigme, un voile épais entre lui et le monde. Ses interviews étaient des labyrinthes, des jeux d'ombre où il esquivait les questions avec une ironie mordante ou des réponses volontairement opaques. Ses gestes, ses regards, ses retraits soudains semblaient dictés par une logique intérieure, un code indéchiffrable même pour ses proches. Ses chansons disaient tout ce qu'il y avait à dire. Lui, en public, ne disait rien. Ce mutisme volontaire, cette économie de parole, rend d'autant plus bouleversant l'événement récent. À 83 ans, Dylan, l'oracle insaisissable du folk, le poète qui a traversé les époques comme un fantôme, a choisi de lever ce voile. Pour la première fois, il a nommé ceux qui l'avaient blessé, ceux qui l'avaient trahi, ceux qui avaient laissé des cicatrices invisibles sur sa route tortueuse. Et parmi ces noms, un a résonné comme un coup de tonnerre. Paul McCartney. Paul McCartney, l'éternel charmeur, l'homme au sourire d'adolescent figé dans le temps, le musicien solaire dont les mélodies coulent comme une rivière sans fin. McCartney, c'est le visage de la joie, celui qui, même au cœur de la tempête des Beatles, gardait une élégance désarmante, une sérénité de façade, un charisme qui pliait les foules. Ses chansons Yesterday, Eleanor Rigby, Let It Be étaient des cathédrales sonores, des œuvres si universelles qu'elles semblaient exister avant lui, comme arrachées à l'éther. McCartney était l'architecte de l'émotion pure, transformant le chaos de la vie en harmonie. En face, Bob Dylan était son antithèse. Une voix rugueuse, arrachée à la terre, un visage fermé, marqué par les routes poussiéreuses du Minnesota et les nuits sans sommeil. Les chansons de Dylan n'étaient pas des baumes, c'étaient des énigmes, des prophéties, des lames affûtées. Là où McCartney offrait des mélodies pour danser ou rêver, Dylan offrait des visions d'apocalypse, des récits de sang et de rédemption. Blowin' in the Wind interrogeait la moralité d'une nation. A Hard Rain S. Agona Fall annonçait la fin du monde. Désolation Row était un miroir brisé reflétant les âmes perdues. Dylan n'était pas là pour plaire. Il était là pour troubler, pour forcer l'auditeur à regarder les vérités qu'il préférait ignorer. Leur rencontre, en août 1964, dans une chambre d'hôtel new-yorkaise, est devenue une légende, un pivot dans l'histoire de la musique. Les Beatles étaient alors au zénith de leur gloire. La Beatlemania était un raz-de-marée, des foules hystériques, des adolescentes en larmes, des concerts où la musique disparaissait sous les hurlements. John Lennon et Paul McCartney, à peine sortis de l'adolescence, étaient déjà des demi-dieux, des génies pop capables de produire She Love You ou Can't Buy Metro Love avec une facilité déconcertante. Leur musique était une explosion de joie, un antidote à la grisaille de l'après-guerre, une célébration de la jeunesse. Mais dans l'ombre de cette euphorie, Dylan représentait une autre vérité. À 23 ans, il était une figure centrale du mouvement folk, un poète dont les chansons étaient des hymnes pour une génération en révolte. The Times They Are Engine était un cri pour les droits civiques, Master of War une condamnation des marchands de mort. Dylan n'écrivait pas pour les hit parades. Ses chansons, portées par une guitare acoustique et une voix nasillarde, étaient des pamphlets, des méditations, des appels à la révolte. Ce soir-là, au Delmonico Hotel, l'atmosphère était électrique.
Les Beatles, épuisés par leur tournée américaine, attendaient avec curiosité cet étrange personnage dont tout le monde parlait. Dylan, vêtu de noir, cheveux en bataille, cigarette au coin des lèvres, entra comme une apparition. Il portait une aura d'intensité presque intimidante. Les Beatles, habitués à être les rois de la pièce, se retrouvèrent face à un homme qui ne semblait impressionné par rien. L'anecdote du joint est devenue mythique. Dylan, croyant que les Beatles étaient déjà initiés, sortit de l'herbe et proposa de partager. Un malentendu hilarant éclata. Dylan avait cru entendre I Get High dans I Want to Hold Your Hand, I Can't, et fut surpris d'apprendre que les Fab Four n'avaient jamais touché à la marijuana. Les rires détendirent l'atmosphère, mais ce moment marqua une collision entre deux mondes. Le folk austère de Dylan rencontrait l'exubérance pop des Beatles, et de cette étincelle naquit une révolution musicale. John Lennon en fut le premier transformé. Fasciné par les textes de Dylan, par leur capacité à dire des vérités crues à travers des métaphores, il explora une écriture plus introspective. Dès 1965, des chansons comme Help, You've Got to Hide Your Love Away ou Norwegian Wood portaient l'empreinte de Dylan, des paroles ambiguës, des mélodies teintées de mélancolie. Lennon voyait en Dylan un frère d'âme, un miroir de ses doutes. Leur relation, bien que complexe, était marquée par une admiration mutuelle. Paul McCartney, lui, resta en retrait. Il admirait Dylan, reconnaissait la puissance de ses textes, leur capacité à capturer l'esprit d'une époque. Mais Paul était d'une autre école. Là où Lennon se perdait dans l'introspection, McCartney voulait construire, sublimer. Il était l'architecte des Beatles, transformant les idées brutes en chefs-d'œuvre polis. Pour lui, la musique était une quête de perfection formelle, une célébration de la beauté sonore. Les chansons de Dylan, avec leur structure libre et leurs paroles labyrinthiques, le fascinaient, mais il les trouvait parfois trop brutes. De son côté, Dylan observait McCartney avec méfiance. Paul était trop parfait, trop poli, trop propre sur lui. Il incarnait ce que Dylan rejetait, la façade lisse, le sourire commercial, l'homme toujours en contrôle. Une anecdote raconte que Dylan, lors d'une rencontre ultérieure, aurait soupiré. « Paul, c'est le gars qui illumine une pièce. Moi, je cherche la sortie. » Cette phrase, mi-ironique, mi-mélancolique, résume leur fracture. Ils étaient des opposés magnétiques, attirés l'un par l'autre, mais incapables de se rejoindre. Pourtant, l'admiration était là. Dylan, dans ses moments sincères, reconnaissait le génie.